question, le voie qui est posée ici, c'est de savoir, est-ce que ce droit calédonien, d'origine calédonienne, a une vocation universelle? Est-ce qu'il peut s'appliquer en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie? Dans la tradition française, la loi française a cette vocation universelle. C'est-à-dire que, au moins pour ce qui concerne le statut personnel, état et capacité des personnes, la loi française suit les Français en quelque endroit qu'ils se trouvent. Un petit peu comme la mère patrie suit ses enfants, les Français, comme une mère. Pour statuer, donc la question pratiquement qui est posée, à supposer que le juge français métropolitain soit saisi du divorce de deux Calédoniens. Est-ce que le juge français métropolitain pourrait appliquer le droit civil calédonien? Alors, la réponse dépend évidemment du critère qui aura été retenu dans cette résolution des conflits de normes. Si le critère c'est celui de domicile en France, la réponse sera évidemment non. Donc ça dépend déjà de ça. Mais au-delà, ce qui est posé, c'est de la nature ou non strictement territoriale des normes calédoniennes. Est-ce que en soi, une norme calédonienne peut recevoir application en dehors de son territoire, au-delà du critère qui aura été utilisé, soit pour régler un conflit de normes interne, soit pour régler un conflit de normes international? La question se pose aujourd'hui pour le droit civil calédonien, mais en réalité, il se pose depuis beaucoup plus longtemps pour la coutume kanak. C'est-à-dire qu'encore une fois, les deux questions devront être abordées de manière commune. Ce faisant, une fois qu'on aura répondu à cette question-là, il faudra, le cas échéant, si la réponse devait être positive, et je pense qu'elle l'est, il faudra savoir concrètement comment ça se passe. C'est-à-dire concrètement, comment ce juge français, quand je dis français, c'est métropolitain, comment ce juge métropolitain pourra appliquer ce droit civil calédonien, pourra appliquer la coutume kanak. Donc, première partie, l'application hors sol du droit calédonien. Donc, on a deux droits civils calédoniens, la coutume d'un côté et ce droit civil transféré. De par leur nature différente, l'une étant orale, l'autre étant écrite, ces deux questions doivent être envisagées séparément. Donc, tout d'abord, l'application hors sol de la coutume. On sait que l'article 7 de la loi organique de 1999 dispose que lorsque les parties sont toutes de statut civil coutumier, la coutume est applicable en matière de droit civil. Qu'en est-il du juge français métropolitain? Imaginons que le juge français métropolitain soit saisi de la dissolution du mariage entre deux Kanaks de statut civil coutumier qui, par le fait du hasard, résideraient en France métropolitaine. On peut tout à fait imaginer que ce cas s'est présenté déjà. En tout cas, il n'est pas du tout incongru. Il n'en reste pas moins que j'ai eu beau chercher, les bases de données n'en récèlent aucun exemple. Donc la question reste posée. Cette juridicité extra-calédonienne de la coutume kanak est étroitement liée à la conception que l'on donne du statut civil coutumier. Est-ce que le statut civil coutumier est personnel ou est-ce qu'il est territorial? En ce sens, autrement dit, est-ce qu'il suit la personne en quelque endroit qu'il se trouve ou est-ce qu'il est limité à l'hypothèse où cette personne réside en Nouvelle-Calédonie? De nombreux auteurs ont considéré que le statut civil coutumier ne concernait que les Kanaks lorsqu'ils résidaient en Nouvelle-Calédonie. Dès qu'ils étaient à l'extérieur, que ça ne s'appliquait plus et qu'on passait à un autre système, bref, qui relevait du droit commun dès lors qu'ils étaient à l'extérieur. Cette opinion provient d'une définition que l'on donne souvent de la coutume et plus largement de ces droits locaux. Justement, on dit qu'ils sont locaux, c'est du droit local. Et ce faisant, on considère qu'ils ne s'appliquent que localement, dès lors que cette personne est présente sur ce territoire-là et qu'en tout cas, ça ne dépasse pas ces frontières. À mon sens, il s'agit d'une confusion terminologique. Quand on parle de droit local, je pense que cela désigne plutôt un droit de source locale. Cela signifie que le contenu de ce droit local est défini localement. Ça veut dire par le groupe qui vit sur ce territoire-là ou, pour l'aspect territorial, par les autorités compétentes pour régir ce droit local-là.
Ça veut dire que le lien entre le statut personnel coutumier et le territoire, ce lien est indéniable. Mais c'est simplement dans la définition de son contenu, dans la norme. Il va sans dire, chacun le sait, il appartient aux autorités coutumières qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie de dire ce que contient la coutume. Il n'appartient pas à une autre autorité. C'est là que le lien local se fait. Mais dès lors que la personne est de ce statut civil coutumier, il n'y a a priori aucune raison de ne plus lui appliquer cette coutume dès lors qu'elle sort de son territoire. L'article 75 de la Constitution ne dit pas autre chose. L'article 75 de la Constitution nous dit donc, je le rappelle, les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Statut personnel. L'article 75 ne prévoit d'aucune façon dans ce texte-là que ce statut civil particulier se limite à une présence sur le territoire. Cette vocation universelle des statuts particuliers est aussi une constante de l'histoire. Le statut algérien, par exemple, n'était pas limité aux Algériens, sauf erreur de ma part, n'était pas limité à la présence des personnes en Algérie, ici. En tout cas, la Cour de cassation, lorsqu'elle a eu à statuer sur cette question-là, a tout à fait admis que des Algériens présents sur le sol métropolitain pouvaient se voir appliquer le droit local. Le législateur organique pourrait tout à fait limiter territorialement un statut civil particulier. Or, justement, il ne le fait pas. Il suffit pour s'en convaincre de relire l'article 7 de la loi organique. Les personnes de statut civil coutumier sont régies par la coutume, dès lors qu'elles sont de ce statut. Nulle part n'apparaît une condition supplémentaire de résidence en Nouvelle-Calédonie. Pour Mayotte, c'est pareil. Pour Mayotte, c'est exactement pareil. Mieux, l'article 9, alinéa 2, qui a été évoqué tout à l'heure, lorsque deux personnes sont de statut personnel différent, mais pas de droit commun. Le droit commun s'applique, certes, mais sauf si les parties ont choisi d'appliquer une autre norme. C'est quoi l'autre norme? C'est très logiquement, même si le texte n'est pas très clair, c'est logiquement la norme qui découle de l'un des deux statuts personnels en présence. L'hypothèse envisagée, c'est celle par exemple d'un Kanak avec un Wallisien. Ça veut dire que ces deux parties peuvent choisir d'un commun accord d'appliquer la coutume Kanak, mais aussi wallisienne. Donc le législateur organique a expressément reconnu la possibilité d'appliquer de manière hors sol la coutume wallisienne en Nouvelle-Calédonie et également la coutume, le droit mahorais. C'est ce qu'a reconnu la juridiction calédonienne dans quelques affaires. Elles sont extrêmement rares, notamment un mariage entre des Wallisiens qui ont pu être célébrés selon la coutume wallisienne. De même, les effets d'un mariage ont pu être reconnus comme étant soumis à la coutume wallisienne. Là, on a quelques décisions. Elles sont très rares, mais elles existent. On a également un arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 13 juin 1995, qui est très isolé, mais qui au moins a le mérite d'exister. Je vous cite l'attendu, il est très éclairant, qu'il juge que ces coutumes d'origine religieuse, dont la loi française a garanti le libre exercice, ne sont pas des coutumes locales, dont le domaine aurait été circonscrit à la région dont étaient originaires leurs bénéficiaires, mais constituaient et constituent encore un statut particulier attaché à la personne, pouvant donc être invoqué par son titulaire sur toute l'étendue du territoire français. Donc là, le juge ici métropolitain a expressément reconnu qu'on pouvait appliquer en France métropolitaine un statut particulier. Cet exemple est d'autant plus intéressant qu'il concernait un statut particulier qui n'existait plus à l'époque, qui concernait le statut des Indiens de Pondichéry, ici. Alors que la personne concernée, en plus, s'était installée en France métropolitaine bien avant l'indépendance, en 1962. C'est-à-dire qu'elle l'a bien gardé avec elle en étant installée en France et malgré l'indépendance du territoire. On peut donc en déduire que, effectivement, la coutume kanak doit s'appliquer aussi en France métropolitaine. Ensuite, grand B, qu'en est-il du droit civil calédonien? Et donc, plus largement, en fait, des lois du pays ou des délibérations. Plusieurs auteurs, ici, ont considéré que les lois du pays ou les délibérations, dans la mesure où c'était du droit local, n'avaient qu'une
compétence géographiquement limitée. C'est-à-dire qu'il n'avait vocation à ne s'appliquer qu'en Nouvelle-Calédonie, mais pas en dehors du territoire de la Calédonie. Si on appliquait ça au droit civil, ça voudrait dire que deux Calédoniens installés en France métropolitaine ne pourraient pas se voir appliquer le droit civil calédonien. Ne pourraient pas se voir appliquer le droit civil calédonien, alors même, par exemple, que la règle de conflit du juge français l'admettrait. La Nouvelle-Calédonie, elle, le refuserait. On comprend que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ici encore, la question se pose de la vocation géographiquement limitée ou la vocation universelle du droit calédonien en général, de la loi du pays. À mon avis, le droit calédonien a tout à fait aussi une vocation universelle. On l'a bien vu par rapport notamment au droit du travail. Le droit du travail délimite, c'est le premier article du Code, délimite son champ d'application territorial. Le droit du travail s'applique à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie ou aux personnes qui les emploient. Bref, on circonscrit comme ça, d'un point de vue géographique, le droit du travail. Mais pour autant, est-ce que ce droit ne peut pas être appliqué à l'extérieur ? Pour une raison ou pour une autre, ça a été évoqué tout à l'heure, le juge métropolitain pourrait très bien être saisi d'une problématique qui concerne le droit du travail calédonien. Et la règle de conflit de loi, imaginons-la, du juge métropolitain pourrait très bien donner compétence, par exemple, à la loi du lieu où le travail est effectué ou à la loi du lieu où le contrat de travail est signé. Et si ce contrat est en Nouvelle-Calédonie, ça permet l'application du droit civil calédonien. Il n'y a ici aucune raison de le refuser. La question, donc, en fait, dépend de savoir quelle autorité va appliquer. Et là, je crois qu'il faut distinguer entre une application de ce droit civil calédonien dans le cadre d'un conflit interne et d'un conflit international. Donc, l'hypothèse, par exemple, de l'application de ce droit civil calédonien par le juge métropolitain dans le cadre d'un conflit interne. La France, donc, on le voit, admet aujourd'hui la compétence de la Nouvelle-Calédonie pour établir son propre droit civil. Le fait que le droit français métropolitain ait le statut de droit commun, applicable en principe sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne signifie pas, à mon avis, qu'elle interdise aux droits locaux de s'appliquer sur son territoire. C'est-à-dire que le droit français, la France, à mon avis, admet, en reconnaissant ce pluralisme législatif, admet que ce droit local puisse s'appliquer sur le territoire de la France métropolitaine. Même si, par essence, ce droit est territorial. C'est le cas, par exemple, du droit alsacien et mosellan, qui soit s'applique uniquement localement, mais dans certaines matières, notamment en matière de sécurité sociale, il a été admis, il y a un petit peu de jurisprudence, c'est très très limité, mais il y a un petit peu de jurisprudence qui ont admis qu'une personne qui n'était plus installée sur ces trois territoires, mais qui en a bénéficié, qui a bénéficié pendant longtemps du régime de la sécurité sociale, eh bien puisse néanmoins en bénéficier en complément du régime de la sécurité sociale française. Donc là, on reconnaît bien l'application extraterritoriale d'un droit local, ici. Le législateur, comme pour la coutume, pourrait tout à fait restreindre géographiquement ce droit local. Mais justement, il ne le fait pas. L'accord de Nouméa, nulle part, la loi organique, nulle part, ne restreignent géographiquement la compétence qui est accordée aujourd'hui au Congrès. Je prends un exemple ici que j'ai trouvé dans la thèse de Valérie Parisot, qui était assez éclairant, je trouvais, pour justifier ça. Parce que le doute qui a pu naître peut-être dans l'esprit, c'est ce mot « loi du pays ». La loi du pays, est-ce qu'elle ne concerne que le pays? Et donc, elle serait limitée au pays, sous-entendu, la Nouvelle-Calédonie. Comment on appelle les lois françaises? On les appelle les lois de la République. Est-ce que pour autant, on déduit de cette appellation loi de la République le fait qu'elle ne s'applique que sur le territoire de la République? Assurément non. Et la loi française, bien que c'est une loi de la République, peut s'appliquer aussi à l'étranger. C'est une vocation assumée par la France et c'est quelque chose qui est admis aussi dans plein d'autres pays. Ce que ça signifie, en fait, ici, on retourne avec, par rapport à ce qu'on a vu sur la coutume, ce que ça signifie, c'est que le mot loi du pays
signifie deux choses. C'est que, d'une part, la source se trouve dans le pays, c'est-à-dire que c'est une institution du pays qui crée cette loi-là, d'une part, et que, deuxièmement, on peut déduire de cela que la loi du pays a une vocation à être le droit de principe sur ce territoire-là, mais il n'y est pas cantonné, comme la loi française qui a pour origine le Parlement français et qui a pour vocation à être le droit de principe applicable sur le territoire de la République. Application également dans le cadre d'un litige international. Est-ce qu'on pourrait appliquer le droit civil calédonien ou la coutume kanak dans le cadre d'un litige international? Ça veut dire qu'il mettrait en relation un Calédonien, kanak ou non, mais également un étranger. Ici, je l'avais déjà dit tout à l'heure, ce n'est plus la règle de conflit de normes internes qui va s'appliquer, il faudra faire appel aux règles de droit international privé. Mais justement, ces règles de droit international privé peuvent tout à fait admettre qu'un droit local s'applique en lieu et place du droit national. C'est justement ce que permet un texte assez récent, le règlement de Rome 3, en matière de divorce, applicable donc à tous les États de l'Union européenne. C'est un règlement du 20 décembre 2010 qui est entré en vigueur le 21 juin, si je ne me trompe pas, 2012, ici. Ce texte donne compétence, par exemple, à la loi du dernier domicile commun des époux. Il permet aussi une option de législation. Il donne aussi compétence à la loi de la nationalité commune, ici. Dans ces articles 14 et 15, que je vous invite à lire parce que je ne pourrais pas les voir en détail, les articles 14 et 15 de ce règlement, ces deux articles prévoient l'hypothèse de système plurilégislatif. Parce qu'évidemment, dans l'Union européenne, il y a la France, qui est dans cette situation-là, avec l'Alsace-Moselle, avec la Nouvelle-Calédonie, avec Mayotte. Il y a l'Espagne aussi, avec ses différentes provinces qui admettent des règles de droit civil particulières. Donc, ce règlement ici pose la question du système plurilégislatif. Et il nous dit dans ces articles 14 et 15 que lorsqu'il est fait référence à la loi, lorsqu'un État est composé de plusieurs unités territoriales qui ont une compétence normative particulière, c'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, unité territoriale à l'intérieur de la France qui a une compétence normative. Eh bien, il nous dit que la référence à la loi du domicile commun désigne le domicile dans cette unité territoriale. Dans cette unité territoriale. Il aurait pu dire le règlement que ça désigne le domicile dans l'État. Comme ça, on gomme le plurilégislatisme. Je suis pas sûr que ça se dise, mais bon, c'est pas grave. Donc ça gomme ce pluralisme ici, ce pluralisme. Là, il aurait pu le faire, le règlement. Mais ce faisant, en disant que le domicile commun renvoie à l'unité territoriale où se trouve ce domicile commun, cela permet de prendre en compte aussi le système législatif particulier de l'État ici. Et donc, on le voit, dans un divorce, par exemple, entre un Calédonien et un étranger, quel qu'il soit, quelle que soit la nationalité, qui aurait vécu, par exemple, en Nouvelle-Calédonie récemment, qui soumettrait cela à un juge européen, n'importe quel juge européen, eh bien, on pourrait arriver à l'application du droit civil calédonien. On voit qu'il y a une règle de conflit de loi international qui admet cette application extraterritoriale hors sol du droit civil calédonien. C'est pas parce qu'il y a une règle internationale qui l'admet que la règle interne est obligée de l'admettre. Mais il y a a priori, on le voit, aucune raison, en tout cas, de l'interdire. L'Espagne aussi l'admet. L'Espagne, c'est un système plurilégislatif également. Eh bien, l'Espagne, se l'appliquant à elle-même, le reconnaît aussi aux autres. Et donc, l'Espagne, par exemple, quand elle déclare applicable la loi nationale d'un étranger, si cet étranger est ressortissant d'un pays avec un système plurilégislatif, eh bien, on va prendre en compte le système de conflit de normes interne de cet État désigné pour savoir quelle loi on applique. C'est-à-dire que le juge espagnol, s'il était saisi d'un divorce entre deux Kanaks, français, mais néanmoins de statut civil coutumier, désignerait la loi française, mais demanderait à la loi française quelle loi on applique. Est-ce que c'est la loi française étatique, la coutume kanak ou le droit calédonien? Parce que nous, c'est le choix qu'on a. Et si on regarde la loi organique ici, ça désignera la coutume kanak. Donc le juge espagnol peut appliquer la coutume kanak. Intéressant ça. Bref, on le voit,
le droit calédonien, quelle que soit sa source, a une compétence hors sol, peut s'appliquer en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie. La question est maintenant de savoir comment faire. Concrètement, comment faire? Il y a deux grandes questions qui se posent. Je passerai essentiellement sur la première, je laisserai un peu de côté la deuxième qui ne se pose pas vraiment aujourd'hui. C'est une problématique qui est assez fréquente en droit international privé. Le juge français, comme n'importe quel juge, peut être amené à appliquer une loi étrangère. Et donc se pose forcément deux questions en réalité. La question de savoir, est-ce qu'il doit l'appliquer d'office? Et deux, s'il doit l'appliquer, qui doit l'approuver? Comment en avoir connaissance? Parce que l'appliquer, c'est une chose. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit appliquer, il faut en avoir la connaissance. Et appliquer le droit chinois, c'est a priori un petit peu compliqué. Ici encore, dans la mesure où les sources sont différentes, où les droits sont différents, il faut distinguer entre la coutume et le droit civil calédonien. Je commencerai par le plus facile. L'application directe du droit civil calédonien. Le droit civil calédonien, tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une copie conforme du droit civil métropolitain. On est à 2 jours du transfert. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune différence. Donc, le juge français métropolitain, ne restons qu'à celui-là, on va oublier le juge étranger un petit peu. Le juge français métropolitain, s'il avait à appliquer le droit civil calédonien, étant donné la communauté de nature qui existe entre les deux droits, n'aura a priori aucune difficulté en termes de connaissance de ce droit. Parce que les liens existent, parce que dans le cadre du transfert de compétences, les liens ont été créés, consolidés entre la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine. Il y a des liens avec la chancellerie, des liens avec la juridiction pour avoir un échange de jurisprudence, un échange des évolutions législatives. Ici, il y a un observatoire de législation calédonienne, civile et commerciale. Bref, tout est fait pour que ces liens de connaissance entre la Nouvelle-Calédonie et la France soient maintenus, et ce, de façon pérenne. Donc, il n'y a a priori aucune difficulté en termes de connaissance. La question qui se pose néanmoins est de savoir, est-ce que le juge français est obligé d'appliquer le droit civil calédonien lorsque sa règle de conflit de normes internes le prévoit? Est-ce qu'il est obligé de le faire? Lorsque c'est la loi étrangère, le juge n'est pas toujours obligé de le faire. Lorsque c'est la loi étrangère qui doit s'appliquer, le juge est obligé de l'appliquer d'office, si les parties ne le demandent pas, que lorsque les droits sont indisponibles, c'est-à-dire notamment en matière de mariage, de divorce, de filiation. Mais lorsque les droits sont disponibles, par exemple en matière de contrat ou de délit, là, le juge français n'est pas obligé d'appliquer d'office la loi étrangère. Il n'est pas obligé. Les parties, sauf si les parties le demandent. Mais si les parties ne le demandent pas, il peut tout à fait appliquer la loi française de façon subsidiaire. Qu'en est-il pour le droit de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on peut imaginer aussi d'appliquer cette règle-là? À mon sens, non. À mon sens, l'application du droit civil calédonien doit se faire d'office, quelle que soit la nature des droits en cause, qu'ils soient disponibles ou indisponibles, que les parties le demandent ou non. Pourquoi? Parce que cette compétence du droit civil calédonien résulte directement d'un texte à valeur constitutionnelle de l'accord de Nouméa, dont la mise en œuvre est assurée par une loi organique. Ça veut dire que le droit civil calédonien n'est pas un droit étranger. C'est pas un droit que l'on va accueillir sous réserve d'une règle de conflit. C'est un droit qui fait déjà partie du système juridique calédonien et qui donc s'impose aux juges comme s'impose la loi française métropolitaine. La loi étrangère, elle n'est qu'accueillie. C'est un système dualiste ici qui s'applique. Donc, application d'office, à mon avis, dans tous les cas. Dès lors, par rapport à la preuve, là, on peut appliquer le système qui existe par rapport à la loi étrangère. La preuve du droit civil calédonien doit reposer sur le juge, plus largement sur l'autorité. Il n'appartient pas aux parties de prouver le droit civil calédonien, il appartient au juge de se renseigner lui-même. Et on a dit que les liens qui existent entre la France et la Nouvelle-Calédonie permettent tout à fait cet accès facile au droit calédonien. Qu'en est-il de la coutume, cette fois? L'application indirecte de la coutume. La coutume pose évidemment un autre problème, de par sa nature. La coutume, chacun le sait, elle est orale, elle n'est pas écrite.
Elle est secrète, souvent. On ne la connaît pas. Moi, je ne la connais pas. Pour pallier à cela, on sait qu'il existe des juridictions coutumières, avec assesseurs coutumiers, qui ont justement pour but d'éclairer le juge dans l'application de cette coutume qu'il doit appliquer en vertu de l'article 7 de la loi organique. De fait, cette application hors sol de la coutume pose donc un problème de connaissance, un problème de preuve. J'ai dit tout à l'heure que la coutume wallisienne, futunienne avait tout à fait vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. Mais comment faire pour la connaître? Les assesseurs coutumiers qui sont prévus dans les juridictions coutumières sont prévus pour porter à la connaissance du juge la seule coutume kanak, pas la coutume wallisienne. Il n'y a pas d'assesseur wallisien. Et la loi organique, le code de l'organisation judiciaire, ne permettent pas au juge de faire appel à un assesseur wallisien futunien. Donc se pose le problème de la connaissance. Le juge métropolitain, alors, c'est un truisme de dire que le juge métropolitain n'a pas connaissance de la coutume kanak. On peut même aller jusqu'à dire qu'il n'est pas certain qu'il ait l'idée qu'elle puisse s'appliquer. C'est sans doute pour ça qu'on n'en trouve aucun exemple ici. Et c'est pas faire affront que de dire cela, je pense, au juge, à moins qu'il en ait évidemment une connaissance personnelle. Et de fait, il n'y a pas de juridiction coutumière en France métropolitaine. Cette juridiction coutumière n'a été prévue et conçue et créée qu'en Nouvelle-Calédonie. Alors, face à ce problème de connaissance, il y a plusieurs solutions qui peuvent trouver. À l'époque coloniale, lorsque le juge devait appliquer un droit local, une coutume locale, la question se réglait très facilement. Lorsque le juge colonial n'arrivait pas à connaître la coutume locale, il appliquait de manière subsidiaire le droit français. Mais cette solution-là, à cette époque-là, était logique, puisque le colon revendiquait cette application, cette prééminence du droit du colon. C'est plus le cas aujourd'hui. Le droit français étatique et même le droit civil calédonien n'a pas vocation à s'appliquer de manière subsidiaire à la coutume kanak, même en cas de silence ou même en cas de lacune supposée. On a vu la Cour de cassation l'a très justement rappelé dans un arrêt du 1er décembre 2010, notamment à raison de sur la question de cette prestation compensatoire, tout simplement parce qu'il y a égalité entre les statuts et qu'il y a égalité entre les normes qui découle de ce statut. Donc, problème de connaissance, impossibilité d'appliquer de manière subsidiaire le droit français. Pourtant, le juge français, comme pour le droit civil calédonien, et pour les mêmes raisons, devra appliquer d'office la coutume kanak. À mon avis, il doit appliquer d'office la coutume kanak, sans distinguer selon que les droits sont disponibles ou indisponibles, pour exactement la même raison, qui est que la coutume kanak est reconnue directement comme faisant partie de l'ordonnancement juridique, législatif, normatif français. Elle n'est pas accueillie, elle est dans le système juridique français. Donc, elle est d'office applicable, le juge français métropolitain doit l'appliquer. Ce faisant, se pose toujours le problème de sa connaissance. Donc, comment faire? Il faut bien trouver une solution. Alors, il y en aurait plusieurs. Il y en aurait une qui serait de faire comme on a fait ici, c'est-à-dire de créer une juridiction coutumière en France métropolitaine. On peut supposer que le contentieux ne sera pas trop important, et donc on pourrait en créer une juridiction spécialisée qui serait à Paris, par exemple, et qui pourrait concentrer tout le contentieux, avec donc des assesseurs coutumiers en France métropolitaine. Cette solution, qui paraît la plus simple, n'est à mon sens pas réalisable, parce que les assesseurs coutumiers n'ont pas la parole coutumière. Ce n'est pas eux qui délivrent la parole coutumière. Eux ne sont que les transmetteurs de la parole coutumière. Ça veut dire qu'ils doivent aller voir les autorités coutumières compétentes, recueillir cette parole-là, afin de la transmettre au juge. C'est simplement des transmetteurs. Donc, on aura donc du mal à imaginer un assesseur coutumier complètement déconnecté de la coutume, puisqu'il est livré à Paris, rapporter cette parole coutumière. Ça paraît pas imaginable. Il y a une solution
En plus, là, il faudrait le créer, donc ce serait. Il y a une solution qui, à mon sens, existe et qui ne nécessite absolument aucune réforme, c'est-à-dire qui est directement applicable. Elle repose sur le constat réel que les juridictions coutumières ont une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges coutumiers. L'article 19, l'article 19 de la loi organique ne dit pas autre chose. Il dit les juridictions coutumières sont seules compétentes pour statuer sur les litiges coutumiers. Et donc, elles ont une compétence exclusive que donc n'a pas le juge métropolitain. Donc, on pourrait faire tout simple. Le juge métropolitain saisit une question relative où il doit appliquer la coutume, pourrait poser une question préjudicielle spéciale au juge coutumier, une question préjudicielle spéciale au juge coutumier ici, afin que ce juge coutumier se prononce sur l'application de la coutume, un peu à la manière de ce qui existe. Hein. C'est pour ça que j'invente absolument rien ici, enfin en tout cas la base existe. C'est une question préjudicielle spéciale, par exemple, que poserait le juge de proximité au tribunal de grande instance dans n'importe quelle matière qui relève du droit réel immobilier. C'est une question préjudicielle générale que le juge judiciaire pose au juge administratif. Là, on parlerait de questions préjudicielles spéciales et non générales parce qu'on est entre juridictions civiles de même nature. Donc, c'est du spécial. Donc, le régime est simple, il existe. Il est à l'article 49 du Code de procédure civile, qui en plus sont exactement des copier-coller entre le Code civil métropolitain et le Code civil de la Nouvelle-Calédonie, donc ça ne poserait aucune difficulté particulière à mettre en œuvre dès maintenant, dès aujourd'hui. Et pour faciliter les choses, étant donné la distance, au lieu de soumettre cette question à la diligence des parties, eh bien, ça pourrait fonctionner de greffe à greffe. Le juge français métropolitain sursoit à statuer, son greffe transmet la question au greffe de la juridiction de Nouméa, laquelle juridiction Nouméa saisit la juridiction coutumière compétente, l'une des trois, Nouméa, Koné et Oué, qui se prononce dans un délai raisonnable, renvoyant son jugement au greffe de la juridiction de Nouméa, qui le renvoie au juge métropolitain, lequel, jugement sur la question préjudicielle, lira le juge métropolitain. C'est-à-dire que le juge métropolitain, à mon sens, devra respecter, c'est pas un avis, ce sera vraiment, il devra respecter la décision qui aura été rendue par le juge coutumier. Bref, on le voit que la difficulté qui consiste pour le juge métropolitain à appliquer la coutume en dehors de son cadre strict d'application est tout à fait réalisable, sans réforme aucune et sans très grande difficulté. La dernière question leur avance, donc je ne l'évoque que très rapidement. La dernière question qui pose cette application hors sol, ce serait le grand B, c'est son éviction. C'est l'inverse, c'est son éviction. On reconnaît qu'on l'applique. Maintenant, on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut l'évincer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en refuser l'application. Une loi étrangère, par comparaison, lorsque le juge français doit appliquer une loi étrangère, ces règles de conflit commandent à ce qu'il l'applique. Mais néanmoins, le droit international privé permet d'écarter cette loi étrangère lorsque cette loi est trop choquante. C'est ce qu'on appelle l'ordre public. On peut réagir à l'ordre public. La question se pose ici. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie devient compétente pour créer son propre droit civil. Comme c'est tout récent, il n'y a aucune différence entre les deux. Mais la logique veut, en tout cas c'est théoriquement possible, que ces deux droits civils prennent des chemins séparés. Un peu comme l'ont fait le Code civil français, napoléonien, et le Code civil belge. À la base, une base commune, ils ont comme ça, au fil du temps, pris des chemins séparés. Parce qu'il faut le rappeler que le droit civil, c'est aussi une manière de créer la société que l'on veut. Et que donc, dans ces choix, la France et la Nouvelle-Calédonie pourront prendre des orientations séparées. Alors aujourd'hui, la question ne se pose évidemment pas, mais à moyen terme et à long terme, la question se posera. Et donc, si cette séparation est telle que, par exemple, un droit créé en France apparaît choquant aux yeux des Calédoniens, ou inversement, un droit civil créé en Nouvelle-Calédonie apparaît quelque part choquant aux yeux de la France, se posera la question de savoir est-ce que le juge français devant appliquer le droit civil calédonien pourra néanmoins l'écarter au nom de l'ordre public français. Et inversement, est-ce que le juge calédonien devant appliquer le droit français métropolitain pourra l'écarter parce que c'est contraire à l'ordre public calédonien. Cette question ne se pose pas aujourd'hui, mais elle se posera sans doute après.
Et c'est une question, ici encore, extrêmement difficile à résoudre. Parce que tant qu'on n'est pas dans un système d'indépendance, c'est-à-dire que tant que la Nouvelle-Calédonie n'est pas indépendante, on sera toujours en présence d'un système, de deux systèmes qui vivront dans un même ensemble juridique. Notamment, le transfert de la compétence du droit civil n'entraîne pas un transfert de la compétence de la justice. C'est-à-dire que les juridictions calédoniennes, aujourd'hui, restent des juridictions de compétence d'État, organisées par l'État. Bref, les juges sont les mêmes. C'est la Cour de cassation qui aura encore pour rôle d'interpréter, d'unifier l'interprétation du droit civil calédonien, comme elle le fait déjà pour le droit du travail, notamment. Donc, il paraît ici, on le voit, assez difficile d'imaginer la Cour de cassation refuser d'appliquer le droit civil calédonien alors qu'elle a justement pour rôle de l'interpréter. Ça paraît assez ambigu. C'est ce que Sandrine m'a soufflé l'expression. C'est ce qu'on pourrait appeler ici une sorte de conflit de loyauté. Est-ce que je donne effet au droit que je dois faire respecter ou est-ce que je donne effet à l'ordre public et donc le droit aussi qui provient de l'État qui m'a institué, qui a institué la juridiction. Il y a quoi rendre le juge complètement schizophrène sans doute. En tout cas, donc la question se pose. Donc, à mon avis, elle se posera autour d'un principe assez fort qui sera un principe de non-éviction. Je crois qu'il faudra arriver, hormis donc l'hypothèse de l'indépendance. Sans doute que le principe qui sera posé, c'est un principe de non-éviction. C'est-à-dire que, en raison d'une part de la communauté de valeurs qui existera entre les deux droits, en raison d'autre part du statut particulier donné à la coutume et au droit civil calédonien, dont la juridicité découle directement de l'accord de Nouméa et donc de la Constitution, a priori, il y aura un principe de non-éviction. Ça veut dire que le juge français devra appliquer le droit civil calédonien ou la coutume kanak, même si ça lui semble quelque part contraire à ses principes fondamentaux. C'est ce qu'a notamment jugé la Cour de cassation récemment à propos de la coutume kanak. La Cour de cassation a expressément dit que la Cour de cassation n'est pas compétente pour apprécier la coutume au regard de l'ordre public. Et c'est ce qui existe par rapport au mariage coutumier. Le mariage coutumier, la propriété coutumière, telles qu'elles sont entendues, sont quelque part contraires à des libertés fondamentales. Pour autant, on ne les exclut pas. La question sera exactement la même pour le droit civil calédonien. Néanmoins, je pense qu'il faudra quand même mettre une toute petite nuance à tout cela, et que dans certains cas exceptionnels, mais qui restent à définir, il faudra quand même, on ne pourra pas tout accepter. C'est le cas, par exemple, de la coutume. On pourrait quand même dire que certains aspects pourraient quand même être contraires à l'ordre public français, notamment tout ce qui relève de l'intégrité physique, par exemple. Et de même, le droit civil calédonien peut aussi être encadré par l'ordre public français, notamment au travers de la compétence que l'État a conservée en matière de garantie des libertés publiques. Ici, l'État demeurant compétent en matière de garantie des libertés publiques, ça donne légitimité à l'État, par le biais de son droit, de refuser l'application en France métropolitaine du droit civil calédonien. C'est aussi une manière de le contrôler. Mais tout ça, donc, doit être défini. Il n'y a pas d'urgence absolument maintenant parce qu'il n'y a pas il y a pour l'instant une communauté de valeurs qui existe. Je vous remercie. Dernière petite séance de débat, si vous le voulez. Ouais. Si j'ai le micro, je vais poser la première s'il y a pas de... Bon, je prenais pas le micro pour ça. Mais... Mathias Chauchat, donc professeur de droit public, je voudrais moi rappeler ce qui me semble être des évidences relativement simples. Je vais pas faire très long et notre collègue Fulchiron me reprochera pas de les énoncer. La première, c'est qu'il faut un sas de décompression assez long, c'est-à-dire pour sentir le pays. Et donc, pour transformer un métropolitain en calédonien, il faut du temps. Et sur ça, on est sur des durées très longues. Donc, c'est la première évidence. Il faut au moins 10 ans. Quand on parle de 10 ans, c'est des durées minimales.
La deuxième chose, c'est que qui est calédonien, d'ailleurs tout le monde le sait, c'est une question qui est plus ouverte ici. Donc l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. C'est-à-dire le premier volontaire qu'a accepté la France, c'est une innovation. Et cet accord, il a mis fin au peuplement, puisque c'est une obligation internationale de l'ONU, et c'est pour ça qu'il y a le gel du corps électoral, c'est extrêmement simple. Et c'est pour ça que l'interprétation du Conseil constitutionnel était aberrante. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Si vous regardez ce que disent les indépendantistes, ils ouvrent la question de l'accession plus tard à la nationalité. Mais tant que la question de l'émancipation est pas posée, il est clair que personne ne bougera jamais rien sur le gel de la citoyenneté. Et c'est le droit du sang jusqu'à ce que un nouvel État éventuellement ouvre le droit du sol. Alors la troisième évidence, c'est que pour moi la citoyenneté, c'est le critère du droit civil calédonien. Je rejoins entièrement Sandrine Sana. Ça n'a aucun sens, je veux dire, de le penser autrement. Vous avez des indices dans l'accord de Nouméa. Les indices qui sont dans l'accord de Nouméa, c'est que la citoyenneté à vocation est une nationalité. C'est aussi qu'on dit que, vous l'avez rappelé, des signes doivent être donnés de la reconnaissance progressive d'une citoyenneté calédonienne. Des signes, il y en a plein, encore faut-il vouloir les voir. Et le droit civil est un des signes qui est envoyé à la population calédonienne. Le problème de l'émancipation, c'est une séparation progressive entre deux ensembles. Mais cette séparation ne doit pas être dramatique, elle doit être préparée, organisée, consentie, acceptée. Donc on dit aux gens progressivement, écoutez, essayez de choisir dans quel ensemble vous voulez vivre. Et la question forte qui est posée aux Calédoniens aujourd'hui, êtes-vous des Calédoniens, êtes-vous des Français de Calédonie ? C'est une question qui est rude, c'est pour ça que ça pose des problèmes. Mais le fond de la question est là. Et on n'a rien fait d'autre dans l'enseignement. On a encore repoussé par bricolage la question du choix du statut, mais la vocation des profs métropolitains transférés dans les établissements de la Nouvelle-Calédonie, ils ont vocation à changer de statut. On l'a gelé par la mise à disposition gratuite. On essaye d'arrêter le temps, de gagner du temps. Mais en réalité, le choix, il est là. Donc c'est la troisième évidence. Et puis, pour moi, la quatrième évidence, c'est que le droit civil calédonien, il a vocation à s'appliquer hors sol. D'une certaine manière, pourquoi les Calédoniens revendiqueraient-ils pas l'article 75 comme les autres ? C'est au nom de quoi, je veux dire, le seul statut qui pourrait pas bénéficier d'une reconnaissance hors sol serait celui des Calédoniens. Donc, je veux dire, à ce moment-là, les coutumiers, les citoyens calédoniens et les autres pourront bénéficier de cette reconnaissance, y compris hors sol. Et à mon avis, ce choix relève pas d'une loi organique, il relève tout simplement directement de l'interprétation de la Constitution et du choix que fera le Congrès par les orientations sur le droit civil calédonien. Et je remercie d'ailleurs Étienne pour les suggestions très pratiques qu'il a fait pour rendre possible justement l'expression de tout ça. Donc voilà, je veux pas moi clore le débat, mais pour moi ça m'apparaît être comme des évidences. Et le problème, c'est que tout ça est stressant pour une partie de la population et que on a tendance à ne pas entendre lorsqu'on ne veut pas entendre. On n'est pire sourd que celui qui veut pas entendre. Et c'est un des problèmes de la société calédonienne. Et le rôle de l'université, d'ailleurs, pour nous, ça a été d'exprimer le non-dit dans le pays du non-dit. Et c'est le but de ces réunions. Et je crois que c'est très significatif que finalement très peu de politiques soient là. On les avait sollicités. Ça a été le courage, fuyons, parce que personne ne veut à 1 an des élections provinciales intervenir sur ces sujets. Quelques-uns étaient là tout à l'heure. Ils ont écouté, mais je veux dire, personne n'est venu s'exprimer. Et je vous signale que vendredi, c'est presque pareil. On a sollicité sur la réforme fiscale les politiques, c'est courage, fuyons. Donc voilà, c'est les remarques que je voulais faire, mais je tiens le micro pour les autres, hein, pas pour faire un one-man show. Donc si quelqu'un a des questions. Merci. Simplement, avant la question, pardon, un petit commentaire sur ce que vous avez dit. Je partage totalement les évidences que vous avez rappelées. C'est bien pour cela que je me plaçais dans l'après. Et dans l'après, il faudra quand même bien se poser la question, qui est calédonien ? Avant le scrutin, non, vous avez raison. La question est résolue par le non-dit, en partie. Mais après, voilà.
Non, non, je pense qu'effectivement vous avez raison. Après, il faut déjà élaborer les hypothèses pour l'après. Ça va être le travail, je pense, des 5 années qui viennent. Mais il n'y a pas que celle-là d'ailleurs. Hein, il n'y a pas que cet aspect, parce que la question posée pour la sortie de l'accord, elle concerne les 5 compétences, l'évolution vers la pleine souveraineté. Vous avez fait remarquer que la souveraineté aujourd'hui, c'est une notion qui a beaucoup évolué. Et puis, il y aura aussi la transformation d'un État en État. Il y a cet ensemble de questions dans l'accord de Nouméa. Je voulais revenir, moi, sur... je voulais vous poser une question. C'est pas que j'ai pas apprécié les autres interventions, mais à vous particulièrement, monsieur, sur comment vous interprétez ce qualificatif qui est donné à la citoyenneté dans l'accord de Nouméa, qui ne se retrouve pas dans la loi organique. Je vous suis tout à fait. C'est pas la seule divergence d'ailleurs entre la loi organique et l'accord, mais celle-ci s'y retrouve. Dans l'accord de Nouméa, la souveraineté est qualifiée de évolutive. Je ne suis pas certain que dans le cadre de l'accord, dans ce texte de l'accord de Nouméa, le terme évolutif ait voulu qualifier un corps électoral glissant. Personnellement, j'ai jamais compris comme ça. Mais on peut comprendre que c'est une citoyenneté qui, effectivement, est appelée à devenir nationalité. Mais aussi, on aurait pu comprendre que c'est une citoyenneté qui, au cours de son existence, même dans la période de l'accord de Nouméa, va s'enrichir. Par exemple, l'accord ni la loi ne définissent d'obligation. Aucun texte ne dit si cette citoyenneté, elle peut se perdre ou pas. Par exemple, aujourd'hui, le tribunal peut priver des gens de droits civiques. Est-ce que lorsque le tribunal prive quelqu'un de ses droits civiques, il le prive aussi du droit attaché à cette citoyenneté? Je ne sais pas. Je ne suis pas juriste en plus. Mais j'ai un doute et je pense que c'est des choses qui mériteraient précision et c'est peut-être ça l'évolutivité, moi comme je l'ai entendu. Mais j'aimerais savoir comment vous le comprenez. Alors là, je pense que le débat sera ouvert, qu'il y a d'autres personnes dans la salle pour intervenir sur cette question, notamment notre collègue. Moi, je pense que dans l'accord de Nouméa, mais une fois, c'est une interprétation que je fais, on avait une souveraineté qui était à construire, qui servirait de fondement au fait que le droit de vote soit réservé à certains, qui servirait également de référence, etc. Donc c'est la formule utilisée dans l'accord de Nouméa. Donc c'est une réflexion qui était à construire, ce qui effectivement expliquerait cette idée d'une citoyenneté qui peu à peu s'enrichirait de différents éléments et qui pourrait servir donc de support à ce que vous évoquez, le statut personnel, etc. Donc quelque chose qui se construise peu à peu dans le cadre d'une évolution vers une nationalité, si le choix, finalement, était bien sous une nationalité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il me semble que la loi organique a résolu le problème de façon radicale en assimilant le corps électoral tel qu'il le définit et la citoyenneté. Alors c'est une solution, je le disais, qui est pratique, qui était pratique, mais qui ne me semble pas forcément dans la logique et dans l'esprit de l'accord. Voilà. Mais c'est une question qui est ouverte et qui est à discuter. On a fermé le débat, on a fermé les portes de l'interprétation pour reprendre une image. Et c'est peut-être un peu dommage, et c'est ce qui explique aussi qu'on se sent aujourd'hui dans cette situation un peu difficile, où l'on ne peut pas ouvrir la citoyenneté. Je partage votre avis, le débat ne se pose pas en termes de citoyenneté telle qu'elle est conçue actuellement dans la perspective des scrutins d'autodétermination, mais il faudra bien rouvrir à un moment ou à un autre lorsque les choix auront été faits. Oui. J'ai une question par rapport à la citoyenneté. Mais
plus d'ordre général. Par rapport à la dualité institutionnelle de l'accord de Nouméa, par rapport à l'identité kanak, par rapport à un pluralisme juridique, par rapport à deux ordres juridiques qui se profilent et dans lesquels on se débat pour savoir quels vont être les rapports. Voilà. Moi, ma question concernant la citoyenneté, est-ce qu'il est permis de penser, comme un prof de droit constitutionnel l'a dit ici, qu'il faut innover? Est-ce qu'il est permis de penser que la représentation nationale peut avoir une légitimité en dehors du suffrage? Je parle par exemple du Sénat coutumier. C'est vrai qu'actuellement, ils ont un pouvoir consultatif. Il est prévu dans l'organique qu'il peut y avoir un collège électoral. Est-ce qu'il est permis de penser que le Sénat coutumier peut être avoir, voilà, se faire élire par une légitimité qui est en dehors du suffrage, et qu'elle est un organe délibérant, c'est-à-dire qui va coexister avec des... Bon, il est permis de penser, hein, c'est une question que je pose. Ah, il est toujours permis de penser, surtout à l'université. Voilà, merci. Mais ce serait effectivement une évolution assez extraordinaire. Mais là, je renvoie la question, je ne me défausse pas, mais je renvoie la question au professeur de droit constitutionnel, que je ne suis pas. Simplement, on a déjà innové, hein, et on est en train d'innover en permanence en Nouvelle-Calédonie. La souveraineté telle qu'elle se construit ou telle qu'elle a été construite, c'est une innovation complète par rapport à tout ce qu'on avait pu connaître jusqu'ici en droit français. Donc, de toute façon, Nouvelle-Calédonie est un laboratoire. Alors, à partir de là, jusqu'où peut-on aller dans l'innovation? Bonjour, Anne Gras, avocat. Merci beaucoup pour ces contributions très intéressantes. Juste peut-être une remarque entre guillemets historique et juridique, et puis après des questions à Étienne Cornu. Souvenez-vous, au moment des accords de Matignon-Oudinot, et d'autres pourraient en parler bien mieux que moi, il était dès le début prévu dans les accords Matignon que le corps électoral pour les élections provinciales soit gelé. La Constitution, qui à l'époque n'avait pas changé, ne l'a pas permis, et ce n'est que pour le scrutin d'autodétermination que dès le début, la Constitution française permettait qu'il y ait un corps électoral spécial. À ce moment-là, on ne parlait pas vraiment de citoyenneté. La question était, au bout de 10 ans, est-ce qu'il y aura scrutin d'autodétermination et quelle question? Mais, dès le début, l'idée du corps électoral spécial pour les provinciales a été prégnant. Et c'est sans doute pour cela que dans l'accord de Nouméa, c'est par référence à l'article 188 qui est spécifique justement au corps électoral spécial pour les provinciales que la citoyenneté c'est défini dans la loi organique. En revanche, il est important de savoir si, dans le cadre de l'accord de Nouméa, puisque tout est possible après, si dans le cadre de l'accord de Nouméa, il est possible de prendre comme critère de référence la citoyenneté pour pouvoir rédiger et écrire en droit civil, c'est la question. Maintenant, plus pour Étienne Cornu, là, qui nous a fait, qui nous a donné vraiment des idées très très intéressantes pour l'application du droit calédonien à l'extérieur des questions. D'abord sur la coutume. On voit bien que les assesseurs coutumiers sont absolument indispensables puisque la coutume est en gros oral. Il n'y a que le droit péricoutumier que sort le Congrès qui est véritablement écrit. Est-ce que vous pensez qu'une question préjudicielle soit toujours la seule solution? Est-ce que ce n'est pas carrément privé d'une garantie des personnes de statut coutumier, sinon droit, même pour le premier degré d'instance, qu'un système de questions préjudicielles? Ne pourrions-nous pas, de même que par exemple en droit, alors je ne sais plus si c'est du droit à la propriété intellectuelle, tout ce qui se passe en Calédonie, eh bien c'est le tribunal de Paris qui est, je crois, le seul compétent. Est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer qu'en utilisant les moyens de vidéo ou autres, ce soit véritablement les tribunaux d'ici qui complètement
règle un problème pour deux personnes de statut coutumier qui seraient ailleurs. Une question. Et peut-être rassurer, lorsque l'on parle de risque de divergence entre divers droits, il ne faut pas oublier qu'il y a la hiérarchie des normes. Il y aura évidemment la Constitution, le bloc de constitutionnalité, un certain nombre d'engagements internationaux, etc., qui garderont, en plus des juges, un rapport de compatibilité entre les divers droits. Et enfin, là, peut-être une remarque pour Sandrine, là, qui nous offre avec vous tous un très beau moment d'échange. L'idée de la citoyenneté facultative, juste une question technique. Quand on prend le droit civil, on peut imaginer une citoyenneté facultative vraiment pour l'état des personnes. Mais comme vous le savez, dès qu'on prend un code, dès qu'on prend des textes, on a besoin par renvoi de toute une autre série de textes. On a besoin d'aller dans le droit des contrats, dans autre chose. Est-ce que vous imaginez si véritablement il y a deux droits civils avec le critère de la citoyenneté éventuellement à titre facultatif, la complexité qu'il y aura à gérer? Merci. C'est le micro, je l'avais éteint. Par rapport à faire, disons, à donner compétence à une juridiction parisienne, par exemple, et après faire un procès par visioconférence. Oui, ce serait tout à fait un moyen envisageable, pourquoi pas. Ça me semble simplement difficile à organiser parce que le jugement coutumier prend souvent du temps, il est quand même très particulier. Mais là, je suis pas magistrat, donc et ni avocat, je suis pas praticien, donc et je sais comment ça fonctionne que de par mes lectures et les discussions que j'en ai. Mais c'est un fonctionnement qui est, à ma connaissance, relativement long, justement, parce que notamment ça suppose de savoir. Les juridictions rendent d'abord un arrêt avant dire droit, donc elles sursoient déjà statuer pour savoir quelle coutume va s'appliquer, pour faire cette discussion avec les coutumiers. Ensuite, rend un arrêt avant dire droit pour dire voilà, c'est dans ce litige-là, c'est cette coutume-là qui s'appliquera et qui dit grosso modo ceci, afin ensuite de laisser encore du temps au conseil de chacune des parties pour faire leurs arguments au regard de cette norme-là. Donc, c'est un processus qui est relativement long. Et c'est pour ça que ça me semble assez peut-être difficile en pratique de le faire comme cela par visioconférence. Mais pourquoi pas? L'idée, c'est de penser à des systèmes que le droit actuel permet, afin que l'argument de la non-connaissance de la coutume kanak n'en soit pas un, pour ensuite dire qu'on va s'opposer à son application. Ensuite, par rapport à la hiérarchie des normes, effectivement, la Constitution, avec le bloc de constitutionnalité, les libertés fondamentales étant au sommet de la pyramide, la coutume, le droit civil calédonien, comme la loi française étant un petit peu en dessous, moi je place tout ça au niveau de la loi. Pour moi, pour la loi française, ça c'est sûr. Pour le droit civil calédonien, dans la mesure où ça relève de la loi du pays, pour l'essentiel du droit civil, ça a donc une nature législative. Et la coutume n'a évidemment pas de nature en soi, mais moi je la passerai au même niveau. Donc effectivement, c'est soumis. Mais il me semble que la hiérarchie des normes ne s'applique pas justement en Nouvelle-Calédonie de la même façon qu'elle pourrait s'appliquer normalement, avec des gros guillemets à normalement. Quelques exemples. Le droit de la propriété coutumière porte atteinte au droit de la propriété privée. Or, le droit de la propriété privée est prévu, si je ne me trompe pas, par l'article 2 de la Déclaration de 1789, intégré au bloc de constitutionnalité, et ça n'empêche d'aucune façon la reconnaissance de la propriété coutumière. Donc là, on voit bien qu'une norme, la coutume de nature, disons, législative, fait échec à une norme hiérarchique qui lui est hiérarchiquement supérieure. Si, justement parce que le Conseil constitutionnel admet ce type de dérogation, parce que ça rentre dans la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que... Oui. Comment? Oui, qui est dans la Constitution, oui, qui est dans la Constitution. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que la coutume ayant été reconnue par un texte de valeur constitutionnelle pour la mettre en œuvre, eh bien, n'acquiert pas en soi une valeur constitutionnelle. En soi. Moi, la coutume, pour moi, elle n'a pas une valeur constitutionnelle. Simplement, ce qu'elle permet, on accepte des dérogations à ce qui peut avoir une valeur constitutionnelle. Il y a plein d'autres exemples, notamment avec le droit de vote, par exemple, qui
est aussi un droit fondamental et qui pourtant n'admet qu'une loi du pays une loi organique puisse y faire échec. Donc, il y a la hiérarchie des normes, effectivement, mais il y a quand même des limitations qui sont admises dans le droit de la Nouvelle-Calédonie. Pour la CEDH, c'est pareil. La CEDH s'applique ici, mais il y a des réserves, sous la réserve des nécessités locales. Voilà. Oui. Oui, voilà, ce n'est pas un obstacle. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais traité cette question-là dans un colloque organisé par Christophe Chabreau il y a 2 ans, justement, par rapport à la coutume. C'est pas un obstacle. Oui. Non, c'était pour répondre à la dernière question, mais je vais aller très vite. Moi, j'ai pas parlé de citoyenneté facultative. Hein. Alors, oui, alors moi, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu comme ça. Pour moi, ce que j'ai essayé de démontrer tout à l'heure, c'était que si on choisissait un critère, c'était bien un critère de principe. Mais j'ai évoqué, du fait du caractère très fermé actuellement de la citoyenneté, l'insuffisance que ça représentait, ce critère, pour les personnes établies à long terme. Et donc, pour celle-là, il me semblerait utile d'avoir cette option de législation, donc c'est là que peut se loger l'aspect facultatif, mais qui porte pas sur le choix du rattachement à la citoyenneté. C'est plus une ouverture possible pour cela, de demander un rattachement à la loi du domicile, mais alors qui dans mon esprit serait très encadré, hein, c'est ce que j'ai répondu à l'étudiante qui m'a posé la question tout à l'heure, qui serait très encadré, pourquoi pas irréversible, même si ce serait peut-être un petit peu radical, mais qui ne pourrait intervenir qu'au bout d'une longue durée d'établissement et qui serait surtout pas une option de législation à la carte, en fonction de ce dont on a envie, et qui serait, dans mon esprit, complet, c'est-à-dire on ne prend pas un petit bout du statut civil calédonien et pour le reste, on reste sous l'emprise du droit métropolitain. Ce serait un choix, une adhésion vraiment complète. Oui. Oui. Absolument. Alors, c'est pour ça que, à mon avis, l'enjeu, c'est de déterminer le temps qu'il faut pour que ce soit ouvert, pour que cette option soit ouverte, et d'où la question de l'irréversibilité de ce choix. Si effectivement il attend 15 ans ou 20 ans pour pouvoir faire cette option, l'a fait toute une ribambelle d'actes juridiques et 2 ans après repart en métropole, il se simplifie pas la vie juridique. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense que les gens qui feront ce choix-là seront pas dans une perspective de retour. Mais cette question-là, elle vient toujours, c'est comme quand on évoque une solution, puis on dit, ah oui, mais il y a une possibilité de fraude. C'est vrai, ça c'est sûr. Mais c'est pas, alors là, je me place pas dans cette perspective-là. Je raisonnais plus sur des choix, bien pensés, bien réfléchis et pas impulsifs. Au bout de 20 ans, je pense que c'est moins impulsif. Mais des Français résidant en Allemagne, comme je le disais, pourront très bien choisir de divorcer sans loi allemande, ou un couple franco-roumain résidant en Roumanie, ou même pas résidant en Roumanie d'ailleurs, par application de droit, pourrait très bien choisir l'application de la roumaine. Donc on a toute une série en droit international privé d'hypothèses dans lesquelles on peut effectivement faire une option de législation et se soumettre à une loi étrangère qui n'est pas la loi nationale. C'est un grand classique maintenant du droit international privé. Oui, je voulais revenir sur l'application de la coutume en métropole par les juges métropolitains. Moi qui suis praticienne du droit, je vais vous mettre un petit bémol à votre proposition. D'autant que la coutume, en tout cas l'expérience que je vois ici, concerne surtout le droit des personnes. Donc les divorces, et voilà, beaucoup plus aujourd'hui que le droit civil réel. Or, vous oubliez juste un paramètre, il me semble, dans cette question préjudicielle, c'est que je vois mal qu'on puisse poser une question préjudicielle à des magistrats ici et assesseurs coutumiers qui n'auront pas vu les personnes concernées par la question et par le litige qui les oppose et par la question de la garde des enfants, de l'attribution du domicile conjugal, etc. Ce qui se juge aujourd'hui par la formation coutumière du magistrat professionnel assisté de ces 2 assesseurs coutumiers. Je vois vraiment, parce que là on est dans l'humain,
et que une question préjudicielle, c'est bien dans du droit pur, hein, droit administratif, droit civil, droit pur, enfin je veux dire les principes, mais dans l'humain, comme ça, je ne sais pas comment vous l'envisagez, mais moi je le vois assez mal. Parce que ça veut dire que les assesseurs coutumiers vont répondre sur du papier à une question qui sera quoi d'ailleurs? Qui sera, est-ce que cette femme, est-ce qu'on peut autoriser cette femme à vivre séparément de son mari pendant la procédure, ou est-ce qu'on va lui donner quelque chose, ou est-ce qu'on va faire des enfants? Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est trop humain pour que ça puisse se traiter comme ça par une simple question et une réponse. Voilà. Merci. De professionnels. Je la partage. C'est une solution qui peut être donnée, mais effectivement, ce sera plus ou moins complexe en fonction du litige à traiter. Alors, peut-être que là, on pourrait imaginer la visioconférence, pourquoi pas, mais c'est sûr. Disons que... à connaître le droit marocain lorsqu'on a deux époux marocains qui veulent divorcer en France, c'est encore possible plus facilement parce qu'on cherche des textes, des traditions, quelque chose. Enfin, là, je ne sais pas, ça me paraît être la coutume orale, donc on ne peut la connaître que par l'intermédiaire de ces assesseurs coutumiers. Ça s'applique à une situation donnée. Voilà. Et je dirais même que ça s'appliquera d'autant plus difficilement à supposer, ce qui paraît quand même assez improbable, qu'un juge métropolitain soit saisi d'une question relative à de la propriété coutumière. Où là, ça serait encore plus compliqué, effectivement, là, parce que pour savoir qui est propriétaire coutumier, il faut remonter toute l'histoire clanique. Et là, effectivement, ça ne se fait pas sur le papier. Ça ne se fait absolument pas sur le papier. Et forcément, il faut avoir une discussion avec les clans remontant très loin l'histoire. Oui, il y a des difficultés. Il y aura forcément des... C'est-à-dire qu'éventuellement, ce serait presque incompatible avec le processus même de décision coutumière. Dans certains cas, ça peut, oui. Qui suppose effectivement la discussion, et si je comprends bien ce que vous expliquez, au-delà de la connaissance d'une règle qui serait une règle théorique qui, elle, pourrait très bien être connue à travers ce que vous envisagez. Encore une question là, peut-être après. Oui, merci. Simplement, peut-être en premier saluer les contributions que vous avez apportées là, pour éclairer un peu le débat actuel, en tout cas les enjeux et les solutions possibles quant à ce qui se fait en matière de droit civil. Et c'est vrai, vous avez abordé aussi la question du droit coutumier qui est partie intégrante du droit civil général tel qu'il est appliqué en Calédonie. J'avais deux ou trois choses complémentaires que je voulais rajouter. C'est vrai que le principe de la citoyenneté qui se transforme en nationalité, c'est le cas de figure numéro 1. Le cas de figure numéro 2, indépendance, association. Mais vous n'avez pas évoqué la solution de double nationalité qui se pose qui se négocie surtout quand ce sont des indépendances préparées. On est bien d'accord. Sur l'autre hypothèse de rester dans le statu quo, c'est-à-dire au stade atteint par les transferts de compétences, j'ai envie de dire, cette solution-là, cela me semble intenable
si au niveau national, au niveau du droit français en général, du droit constitutionnel, si cette tendance à un pluralisme juridique n'est pas affirmée, n'est pas confirmée. Ça me semble intenable, parce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu ce que vous avez évoqué, reste un cas particulier. Et les uns et les autres, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça me semble intenable de maintenir sur le plan juridique un statu quo si la France n'évolue pas un peu plus et n'ouvre... Les Antillais nous ont dit à plusieurs reprises qu'on a ouvert des portes intéressantes pour eux en matière d'autonomie de gestion, etc., d'exercice de compétences par les collectivités locales, notamment. Mais voilà, c'était ma réaction par rapport aux trois hypothèses. Et c'est vrai que... Alors, nous, on est dans le bassin pacifique. On est en train aujourd'hui, par exemple, de travailler pour mieux préciser le droit coutumier, mais c'est surtout quel système d'écriture et dans quel système juridique nous sommes. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Donc je vous le dis parce que je pense que ça ne peut qu'intéresser ce genre de débat. On est en train de s'interroger sur quelle méthode, quel système juridique dans lequel nous, les autochtones de ce pays, on veut s'inscrire. Parce que là, on parle de négociations politiques, on parle de compétences de l'État, mais comment ces négociations politiques se traduisent dans les faits. Donc, c'est vrai qu'on a évoqué un certain nombre de pistes. Ça, c'est au fil d'eau, j'ai envie de dire. C'est une évolution au fil d'eau. Comment traduire des sauts c'est un point de vue, c'est un plan qualitatif s'agissant du droit, c'est une question, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'hypothèse d'une double nationalité aussi. Je pense qu'elle permet de maintenir un certain nombre de droits civils des uns et des autres, si c'est discuté et si c'est bien préparé. Et on est en train de... Donc on n'est pas dans une démarche de codification. On est plus dans un modèle où on va prendre beaucoup de choses dans ce qu'on est aujourd'hui, dans ce qui se fait aujourd'hui, sur le plan juridique, mais on va prendre aussi du common law. Ça, c'est déjà ce qu'on se dit aujourd'hui, parce qu'il faut s'ouvrir à ce qui se fait. Et puis la coutume en soi, c'est plus près, c'est du droit pratique. Hein, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Le droit français, c'est le code. Et nous, on n'est pas une culture de l'écriture. On a une culture de l'oralité. Donc, on a envie notre souci, c'est de trouver un système qui soit plus proche de notre culture et donc de notre tradition, quoi. Mais de notre culture sociale, de notre culture politique. Et on pense que la Calédonie tout entière aurait intérêt à regarder de plus près pour trouver d'autres manières d'écrire le droit ici, parce qu'on pense que c'est... Alors, pour finir, donc, je vais dire, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour verser ça un peu dans l'état de vos réflexions, dans ce que vous faites. Et par exemple, en ce qui concerne les pays de la région, on va peut-être vers... il y a eu un forum il y a 15 jours ici. Il y a eu le groupe des Fers de Lens s'est réuni ici avec la bénédiction du gouvernement local, du gouvernement français. Et on parle de marché unique, un marché économique. Quel marché économique pour les pays de la Mélanésie? Et j'ai envie de dire, chemin faisant, c'est cette réflexion sur une citoyenneté peut-être mélanésienne, si tant est que les pays vont un peu plus loin. Donc, vous voyez, ce qui se fait en Europe et ce qui se fait dans beaucoup de pays dans le monde, d'autres régions du monde, donc on va vers ces ensembles-là qui effectivement reposent les problématiques ou permettront de repositionner les problématiques que vous avez évoquées. Mais en tout cas, merci pour les éclairages que vous avez apportés.
pas s'il y a d'autres questions. Voilà. On peut clore. Okay. Bon, il est 7h. Bon, je voudrais simplement juste quelques petits remerciements rapidement là pour clore cette journée-là. Évidemment, remercier les différents partenaires qui ont rendu possible ce séminaire, l'Université de la Nouvelle-Calédonie au premier chef, évidemment, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le barreau de Nouméa et la Chambre territoriale des notaires. Je voulais remercier aussi Martin Delage, qui est en réalité, je dois le dire, l'élément déclencheur un petit peu de cette manifestation qu'on a commencé à travailler ensemble. Remercier également Nicolas Holman, que vous voyez ici, et qui a assuré toute l'intendance pour que ces débats, ce séminaire soient filmés et donc rendus pérennes. Et tout cela a pu être visionné en direct de partout et sera podcastable indéfiniment, sans doute, enfin en tout cas pendant longtemps, pour ceux qui voudraient revoir les conférences sur le site de l'université et sur le site du Large. Et je voudrais enfin remercier les professeurs et néanmoins amis Luc Chiron et Sandrine Sana d'être venus nous voir jusqu'ici et d'avoir accepté le risque, peut-être, d'intervenir sur cette question-là, qui sont, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, très complexes et en tout cas très délicates. Et je remercie évidemment le public d'avoir assisté comme cela jusqu'au bout. Merci.